Bonjour, c'est Olivier et Laureline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant à travers nos expériences de voyage. Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de personnes qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriées. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Japon et de sa culture. Bonjour Olivier. Salut Laureline. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue donc dans notre épisode 9 de Tabibito, dans lequel on va vous emmener à la préfecture de Okayama. Mais tout d'abord, on voudrait vous remercier d'avoir participé à notre concours et d'avoir joué à notre devinette sonore le mois dernier. Donc pour tous ceux qui ont deviné et pour ceux qui ne savaient pas, c'était bien des grenouilles, un enregistrement qui a été fait du côté de Kyoto aux abords de la Kamogawa. Et encore bravo aussi à notre gagnante, Sophie, qui a remporté une petite figurine washi du Japon. Bravo Sophie, puis moi j'avais essayé de tenter de jouer, mais Laureline a retiré mon nom de la liste pour être sûre que je ne gagne pas comme une méchante. Oh, le menteur. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de voir que vous avez aimé le jeu. Et puis, si on a d'autres opportunités dans l'avenir de vous faire gagner des petits objets comme ça sympas du Japon, on n'hésitera pas à partager avec vous. Alors, pour le moment, on va se concentrer du coup sur une destination que cette fois-ci, Laureline a choisie. Donc, c'est toi qui vas tenir le micro pour cet épisode. Donc, tu en as déjà révélé un petit peu tout à l'heure. Préfecture de Okayama et ville de Kurashiki. Alors c'est vrai que moi j'y suis passé, mais j'ai fait qu'une demi-journée, très rapide, donc j'ai pas grand-chose à raconter. Même si j'ai pris quelques photos, j'ai pas vécu autant que toi, donc t'étais vraiment la mieux placée pour nous parler de cette ville et du gros coup de cœur. Et je crois que t'as pris aussi beaucoup de notes pour être sûr de ne rien oublier. Donc je te laisse déjà nous dire peut-être au départ qu'est-ce qui t'a attiré, parce que c'est pas forcément très connu, Kurashiki. Qu'est-ce qui a fait qu'au départ tu t'es dit je vais poser mes valises là-bas ? Alors c'est une ville qui commence à se faire pas mal connaître ces dernières années, mais en fait j'en ai entendu parler grâce à Ichiban Japan, le seul et l'unique, parce que je regardais un peu ses vidéos quand je préparais mes 3 mois de voyage, et en fait c'est une ville, alors ça c'est le truc, dès qu'il y a un petit canal avec de l'eau, tout le monde dit c'est la petite Venise sauf que au bout d'un moment il y a 3 Venises au Japon apparemment en ce moment. Donc c'est une ville qui est pas mal préservée en fait, avec beaucoup de bâtiments de l'époque Edo. C'était une ville commerciale. Il y a une architecture qui était très particulière. Et en fait, dans sa vidéo, Ichiban Japan parlait aussi d'une super guest house que j'ai testée aussi du coup. Et j'ai passé un super moment. Donc je voulais absolument en parler de Kurashiki. D'accord, donc victime d'un influenceur. Au passage, on en profite du coup pour dire qu'il y a une campagne de participation pour acheter le livre de Guillaume qu'il a mis en ligne. Ça annonce du gros contenu, 400 pages sur les 72 micro-saisons du Japon. Donc moi j'ai déjà réservé, j'ai déjà commandé le mien, donc il n'y a plus qu'à bosser Ichiban maintenant. Voilà, donc retour à l'épisode. Donc tu as réservé dans la guest house que Guillaume recommandait. Oui, donc il s'appelle Yurin-Han. Et en fait, je pense que c'est une vieille maison japonaise ou une maison de marchand en fait de l'époque Edo, puisqu'elle est aux abords du quartier historique. Donc c'était une ambiance vraiment particulière. Donc tout était en bois. Quand on rentre à l'intérieur, en fait, il y avait une longue table en bois. C'était là où on partageait les dîners parce qu'on pouvait réserver le dîner. J'ai fait ça le premier soir, c'était 500 yens en extra et en fait on a fait nabe avec tous ceux qui restaient pour la nuit, donc c'était vraiment chouette, il y avait une super ambiance. Ah, c'est vachement sympa, ouais. Pareil, en fait, les espaces sont cloisonnés avec les murs coulissants en bois. Forcément, il faisait un peu frais parce que j'y étais allée en mars, mais... Alors, pour te dire en fait à quel point on s'y sent bien, c'est que le premier soir, je grelottais, je me suis mis sous les draps de mon futon avant de me rendre compte qu'ils avaient mis une bouillotte au pied de mon lit quand ils avaient mis les futons. Ah, c'est adorable. Donc voilà, j'étais... Oh, c'est trop bien.
Ah ouais, et surtout en plus, effectivement, avoir le lit futon, l'ambiance de la vieille maison, et puis 500 yens le nabe à partager, franchement, tu vas en combini, pour 500 yens, tu vas manger, mais un truc ultra industriel, tu peux trouver partout, alors que là, c'est sympa, puis pour faire connaissance, que t'es resté plusieurs jours, en fait. Je suis restée 3 nuits, je crois. J'ai passé un super moment. Le staff était juste adorable. Forcément, on a profité du nabe pour connaître un peu tout le monde, les nouveaux arrivants, ceux qui partaient. Et c'était marrant parce qu'on parlait tous un peu de notre expérience et pourquoi on était passé de passage à Kurashiki. Donc c'était vraiment une ambiance géniale. Et en plus, la guest house fait aussi café la journée. Donc on peut venir aussi et manger. Ils ont une spécialité, je crois que c'est les puddings japonais. Mmh. Je crois qu'ils s'appellent le shiawase pudding, donc on peut traduire par le pudding heureux qui vous rend heureux. Donc en gros, tu recommandes, et sur ces 3 jours, bah, j'imagine que c'était ton point central, et puis que tu as énormément vadrouillé autour. Oui, Kurashiki, c'est une ville qui est assez petite, donc en fait, il y a le quartier historique de Bikan, avec le canal, et Mhm. après en fait autour vous avez les mini quartiers conservés avec tous les entrepôts en fait de l'époque qui ont été conservés. Donc je disais, ils ont une architecture particulière, c'est-à-dire qu'ils sont en mortier blanc pour la partie supérieure avec des tuiles noires pour le toit, et en fait sur la partie basse du mur c'est des sortes de carreaux, c'est pas en verre, je saurais pas dire en quel matériau c'est fait, mais en fait ça a des reflets un peu bleu-vert comme ça, et ça donne une ambiance vraiment géniale, quoi, et quelque chose qu'on verra nulle part ailleurs pour le coup. Ouais, c'est vrai que c'est typique des quartiers commerçants. Il y a certains quartiers de brasserie de saké qui sont aussi avec cette architecture-là, mais c'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui du coup. Parce que quand tu dis Eidos, on pense plutôt aux maisons en bois, les machiya comme à Kyoto, alors que là, c'est vraiment une autre architecture. Oui, c'est même spécifique à Kurashiki, c'est nulle part ailleurs au Japon. Il y a tout le quartier Bikan qui est comme ça, et quand on va dans les rues traversantes, après, on est sur une architecture toujours avec le mortier blanc, et par contre des façades en bois où c'était plus des maisons de commerçants, et des ateliers ou des choses comme ça. Super, bah écoute, du coup, au-delà des rues, moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce qu'il y a encore des sanctuaires? Est-ce que tu as des rues commerçantes avec des petites échoppes sympas? Alors oui, pour les deux. Le seul sanctuaire que j'ai fait qui était juste vraiment génial, ça s'appelle le Hachi Sanctuaire. Et il est situé en fait en surplomb de la ville, donc même l'ascension est sympa. En fait, on passe par une rue qui est juste au-dessus des toits, donc on voit tout le quartier Bikan qui s'étend à nos pieds. Et quand on monte, on arrive en fait. Alors par contre, c'est beaucoup d'escaliers. Je pense que Joran, si elle nous écoute, elle va beaucoup aimer parce que escalier en veux-tu en voilà. C'est marrant parce que c'est un sanctuaire qui est beaucoup influencé par les 12 signes du zodiaque chinois. Donc dans un des bâtiments, en fait, au plafond, il y a une grande roue avec les 12 signes Ah oui. et des petites figurines aussi qui représentent tous ces signes-là. Au niveau du sanctuaire, on peut acheter des petites figurines de porcelaine représentant les 12 signes. J'ai pas pris le mien parce que je trouvais la vache plus jolie, donc j'ai pris la vache. Et en fait, ce qui est vachement sympa, c'est que au-delà du bâtiment de prière principal, il y a plein d'autres petits bâtiments de prière qui, je pense, en fait, il aurait fallu que je cherche quand j'étais là-bas, parce que je pense que chaque bâtiment est adressé à un kami particulier. Donc il y en a un avec plein de daruma, dont un qui fait à peu près la moitié de ma taille. Il y en a un autre avec des koma inu ou des petites statuettes de ebisu. Ah bah du coup, je suis passé à côté de ça, parce que moi, effectivement, j'y étais monté, mais j'avais juste fait là le point de vue sur l'esplanade qui est super jolie, mais vraiment en mode touriste de base. J'ai 2 heures à Kurashiki, il y avait une vue, je l'ai vue, j'ai pris ma photo, je suis parti. Bah du coup, ça donne envie d'explorer tous ces petits sous-temples et sanctuaires. Oui, c'est un sanctuaire qui regorge de petits détails comme ça. Si vous aimez la photographie, je pense que vous allez prendre votre pied. Et tu disais Ebisu, moi, quand j'avais recherché pour mon voyage, j'avais vu la Ebisu Doli, c'était la rue d'Ebisu. C'est un truc à faire ou... Oui, carrément. Alors c'est une shotengai, donc ce sont les rues commerçantes couvertes typiques Japon. Donc c'est une rue qui est entre la gare et le quartier historique. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire depuis votre arrivée. Vous avez plein de petits commerces vieille époque, quoi. Moi, mon arrêt quotidien, c'était à une boutique de manju
qui s'appelle Ebisu Manju, pour avoir, tu sais, c'est les petites gaufrettes fourrées aux haricots rouges. Et mon autre arrêt que j'ai adoré forcément, parce que quand je suis arrivée de la gare, en fait, j'ai fait mon repérage parce que je traînais ma valise, donc j'avais pas le temps de m'arrêter. J'ai fait le repérage, j'ai vu un coffee shop. Oh, comme par hasard. Donc du coup, j'y suis retournée. Il s'appelle Tenryo. Alors j'ai adoré parce qu'en fait, quand on pousse la porte, il n'y a pas de fenêtre. L'atmosphère est un peu sombre, mais ils ont la machine à torréfaction de café, donc ça embaume le café là-dedans. C'est juste génial. Ambiance tamisée, c'est un tout petit coffee shop, donc il y avait quoi 4 tables à tout casser. Et en fait, on peut acheter ces grains de café en sachet. Alors ça, c'était une torture pour moi quand il a fallu que j'achète mes grains de café parce que, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Kurashiki, c'est le lieu de naissance aussi du washi tape. Ils sont très fiers de ça, donc il y en a partout. Et en fait, sur les sachets de café, pour chaque sachet, il y avait des washi différents. Donc il fallait que je choisisse soit en fonction de l'origine, soit en fonction du washi tape qui me plaisait. Une torture. Ouais, c'était ton petit coin souvenir qui pose en journée, quoi. Ouais, puis j'ai discuté avec la barista, donc forcément on a sympathisé. J'ai acheté un petit porte-monnaie tout mignon qui a été fait par quelqu'un en ville. Et donc elle m'a offert un charme avec un grelot, en fait, juste pour moi, parce qu'on avait discuté. Donc vraiment adorable, quoi. Alors j'ai vérifié, toutes les adresses que je vais vous dire aujourd'hui sont ouvertes actuellement. Voilà. Ah bah du coup ça c'est cool, parce qu'entre la pandémie et les grosses inondations qu'il y a eu il y a quelques années, c'est vrai que la ville a quand même bien souffert, mais bon, s'ils ont réussi à tous se relever, tant mieux. Voilà, donc j'ai vérifié, d'après Google, c'est encore ouvert. Bon, on va croire Google. Donc ça, en gros, c'était la partie galerie couverte et tout. Bah, du coup, ça peut être un bon plan quand il pleut aussi, parce qu'au moins, tu peux flâner à l'abri. Oui, puis c'est sympa parce que toutes les échoppes, en fait, elles ont des vitrines un peu différentes. Il y a une ambiance un peu rétro, ancien, qui est tout mignon. Vous avez les statues de Ebisu un peu partout. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Ebisu, c'est un des 7 dieux de la chance au Japon. On le reconnaît avec sa grosse bedaine, le sourire immense, et c'est le dieu protecteur des pêcheurs. Il est aussi avec une canne à pêche. Bien, bah écoute, c'est déjà pas mal. Moi, je me rappelle, alors bon, c'est évidemment sur ma journée de 3 heures, j'avais pas fait grand-chose. J'ai vu qu'il y avait pas mal de musées à Kurashiki, du coup, ça m'intéressait d'avoir ton retour aussi. Parce que souvent au Japon, les musées dans les petites villes, c'est des trucs très locaux et c'est pas forcément adapté aux touristes, je veux dire étrangers, mais aux Français aussi. Parce que c'est vraiment des fois pas traduit, c'est difficile d'accès. Et puis c'est tellement local, on n'a pas forcément les références de la culture générale, ce qu'on n'a pas appris à l'école. Et du coup, on comprend pas forcément ce qu'on voit. Alors le premier musée que j'ai fait, c'est le Mingei-kan, qui est le musée du folklore et de l'artisanat. À la base, c'est un ancien grenier à riz, donc un ancien entrepôt qui a été rénové. Et moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça fait vieille maison, donc c'est tout en parquet, ça grince. En plus, moi, j'y étais allée, j'avais le musée pour moi toute seule. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est une visite qui est sympa juste pour le bâtiment, même si tout n'est pas traduit. Ouais. Mais il y a de la belle vaisselle à regarder. Il y avait les moules à wagashi aussi. Donc, un musée très sympa. L'entrée coûtait 700 yens. Oui, bah c'est correct, oui. Le musée coup de cœur que j'ai fait, c'était le musée des jouets japonais. Alors l'entrée, c'est même encore moins cher parce qu'elle est à 400 yens. Et alors là, Joran à nouveau, dédicace, parce que vous avez 4 salles remplies du sol au plafond dans des vitrines, hein, mais de jouets traditionnels japonais, en papier mâché, en terre cuit, tous des trucs comme ça, de toutes les formes, toutes les tailles. Et en fait, c'est classé non pas par date, parce qu'il y a plein de dates différentes, mais en fonction des régions du Japon. Ah, c'est vachement intéressant du coup. Voilà, donc c'est pas des jouets qui sont uniquement de Kurashiki ou de la région, c'est de tout le Japon. Et alors moi, j'avoue que mon petit jeu, ça a été de trouver toutes les figurines de chiens en plein ébat. Eh ben, chacun son truc, j'ai envie de dire. Non, mais alors je sais pas pourquoi, j'en ai vu une, j'ai trouvé ça rigolo, et puis après j'en ai vu une deuxième un peu plus loin, et puis une troisième, donc je me suis dit mais je sais pas, doit y avoir un truc au Japon avec les chiens en plein débat, mais voilà, donc il y avait plusieurs mini statuettes, donc je me suis amusée à les chercher, et donc voilà, donc il y a des tigres en papier mâché, il y a des cerfs-volants, il y a des darumas qui font ma taille. On ne peut pas faire de photos malheureusement, mais je pense que c'est justement pour que les gens viennent et voient.
Mais ça a été un gros coup de cœur. Et après, il y a aussi la boutique en fait qui est à l'entrée où on peut acheter plein de jouets de la vieille époque, quoi. Donc non, vraiment, je recommande absolument le musée du jouet. Si vous devez en faire qu'un, faites le musée du jouet. Bah, surtout qu'en plus, ça participe vachement à la mise en ambiance du quartier Bican qui est ultra traditionnel. C'est ouais, pour prolonger la visite, c'est vrai que ça donne envie. Voilà. Alors après, il y a un deuxième musée. Si vous devez en faire plusieurs, voilà, j'ai dit si vous devez en faire qu'un. Mais si vous devez en faire plusieurs, je me suis beaucoup amusée au musée des merveilles Momotaro. Donc ça, Momotaro, c'est le conte avec le petit enfant à la pêche, c'est ça? Voilà, c'est un des contes classiques japonais où en fait c'est un couple, un grand-père et une grand-mère qui n'ont jamais eu d'enfant. Un jour, le grand-père est allé du côté de la rivière, il y a une pêche immense qui était à flot. Et donc, quand ils ont coupé la pêche parce qu'ils avaient faim, il y avait Momotaro dedans. Et Momotaro a grandi et allait chasser les démons. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Okayama est connue pour être la ville de naissance de Momotaro. Kurashiki est en fait fait partie de la région d'Okayama. Et Okayama, donc, qui est la capitale de la préfecture de Okayama, serait la ville originelle de Momotaro. Et du coup, le musée, c'est l'histoire de Momotaro, c'est quoi alors? Alors non, en fait, c'est un musée, c'est assez rigolo parce que la première partie, c'est plutôt un musée des illusions. Donc c'est genre de miroir transformant, magie, Oui, porte cachée, des trucs comme ça? c'est ça, où en fait, on peut se mettre aussi, on peut prendre sa petite photo avec sa tête, avec genre une fausse pêche ouverte et la table cache votre corps avec des miroirs, donc on a l'impression qu'il y a juste votre tête posée sur la table. Ah ouais, bah, j'en avais fait un aussi à Tokyo, un musée comme ça qui était super, mais je n'en parle pas tout de suite, ce sera pour un prochain épisode. Oui, alors après, c'est peut-être un peu moins impressionnant parce que ça fait un peu rétro. Et la deuxième partie est dédiée entièrement à Momotaro, mais c'est plus une collection des objets qui sont en rapport avec Momotaro. Donc ça peut être des figurines, ça peut être des poupées. Il y avait des kimonos avec l'histoire de Momotaro dessus. J'ai adoré les vieilles illustrations en rouleau. Il y avait des journaux, Momotaro en manga, Momotaro en comique. Voilà, c'était toute la représentation de Momotaro, un peu en fouillis-fouilla. Mais voilà, c'était sympa à faire aussi. Mais du coup, pour ceux qui voyagent avec des enfants, la première partie du musée Illusion, ça peut être une pause originale sur le voyage pour les motiver un peu, parce qu'à force de faire des sanctuaires ou des quartiers historiques avec les enfants, au bout d'un moment, on galère un peu. Donc c'est vrai que le côté bouffe aide bien à les motiver, mais un petit musée comme ça, Illusion, ça peut être aussi une pause sympa à prévoir sur le séjour, du coup. Oui, parce qu'en plus, forcément, il propose aussi d'interagir avec certaines des illusions, donc c'est un bon divertissement. Et du coup, en parlant bouffe, je me sers de cet argument pour une transition, puisque quand j'étais allé sur mes 3 heures, j'avais pas vu grand-chose, mais j'avais au moins mangé un truc, c'était une glace au gin, donc qui était simplement une glace colorée en bleu, parce que du coup, Kurashiki, c'est un peu la capitale du gin japonais. Du denim, parce que voilà, on parle pas d'alcool pour une fois. Ah oui. On parle de. C'est vrai qu'on commence à avoir notre réputation, c'est bien de préciser. Laureline, nous parlons du pantalon. Kurashiki est la région autour de Kurashiki et la ville de naissance en fait du denim japonais. Donc vous avez la rue du denim à Kurashiki qui est assez rigolo parce qu'en fait dans la rue vous avez des jeans encadrés mais tu sais la partie postérieure. Ah bon, d'accord. Donc on a l'impression de voir pas des culs, mais voilà, parce que les jeans sont pliés, hein, mais c'est au niveau du postérieur. Voilà, il y en a plusieurs accrochés, encadrés dans la rue. Et du coup, c'est des boutiques de commerçants. Enfin, il y a encore des productions sur place avec du tissu. Alors, pas sur Kurashiki même, parce que je pense que les usines ou les entrepôts de création sont en dehors de la ville. Je sais plus, j'ai voyagé en 2018 et je suis juste passé en coup de vent dans cette rue-là, parce que c'était pas mon intérêt premier. Ouais. Mais vous avez forcément les dérivés du denim. Donc, vous avez la glace pour toi au denim. Moi, c'était le manju au denim. En fait, c'est un truc, tu manges pas du gin, c'est juste un colorant bleu, puis ça fait genre, t'as mangé du gin, quoi. C'est ça, donc tu payes un extra pour que ta bouffe soit bleue. Et on est tombé dedans parce qu'on est des gros pigeons. Voilà, touristes, c'est nous.
Du coup, ça fait déjà pas mal d'adresses. En tout cas, moi, j'avais rien vu de plus sur mon séjour quand j'avais préparé, mais en tout cas, voilà, ça m'a donné envie de compléter. Est-ce que tu as d'autres trucs encore dans la besace ou pas? Ouais, ouais, j'ai vu d'autres choses, mais dans le même quartier en fait. Donc vous avez la rue du Nénim et tout le quartier autour du quartier historique de Bikan s'appelle Honmachi et Higashimachi. Donc pareil, en fait, ce sont des maisons de commerçants qui ont été transformées en boutiques de souvenirs, boutiques d'artisanat, tout ça. Donc bah, j'y ai trouvé, devine quoi, un coffee shop. Oh, c'est vraiment bizarre. Et chose étonnante en fait au Japon, c'est un des rares espresso bars, parce qu'en général c'est plutôt des cafés filtres qui vont vous proposer. Hmm. Et donc là c'est un des rares avec une machine à espresso, bon café aussi, donc ça s'appelle Yamau Coffee Stand. Voilà, une adresse que je recommande aussi. Vous avez bien sûr une boutique d'un producteur de saké, donc forcément arrêt dégustation aussi. Je suis Mhm. repartie avec un petit achat d'une petite bouteille. Vous avez la boutique de washi en fait. Pareil, c'était très dur de choisir lequel je voulais parce que vous avez des rouleaux de washi, mais tu en voilà. Donc là, dans cette rue-là, si je comprends bien, c'est plus une rue commerçante qu'une rue typique comme Bican où t'as les vieux entrepôts, les murs blancs. Alors ça reste dans un vieux quartier préservé, c'est même plus vieux que le quartier de Bican. Ah, Euh, d'accord. voilà, donc vous avez toutes les maisons en bois et en mortier blanc. C'est un quartier très sympa aussi, juste pour se balader, puisque aussi vous avez le Ivy Square, donc la place du Lierre, qui est en fait un lieu historique, puisque au moment de la restauration Meiji, ce quartier-là était celui de l'administration du shogunat et en fait a été reconstruit pendant le développement industriel du Japon pour tout ce qui est transformation du coton. Oui, donc du coup, c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que ce que tu nous dis sur Kurashiki, c'est que tu as à la fois le côté typique du quartier commerçant Edo, mais aussi le côté, enfin l'architecture et l'histoire autour de Meiji, et tout ça c'est préservé, alors qu'effectivement, souvent au Japon, une ère remplace une autre, et on est sur des destructions successives, et on n'a pas forcément tout ça qui est retracé et conservé à ce point, quoi. C'est vrai que Kurashiki, en fait, c'est une ville qui a gardé beaucoup de son architecture historique et qui a gardé des petits bouts comme ça d'histoire avant de se développer en fait autour. Il y a, je pense, un gros travail de préservation et de conservation, ouais. Chouette. Et puis, du coup, c'est très urbanisé, il y a quand même des parcs, tu peux un peu te changer les idées. Alors vous avez un jardin traditionnel japonais, donc un jardin contemplatif, le Shinkei-en, qui est juste magnifique. L'entrée est libre. Ah bah c'est ouais, c'est plutôt rare, parce que souvent on paye pas grand-chose, mais Et en fait, c'est une grande salle tatami avec vue sur le jardin. Et c'était mais tellement reposant juste de regarder parce que vous avez un petit étang avec des carpe koi, vous avez beaucoup d'arbres, des petites lanternes en pierre. Et alors, chose qui est rarement autorisée, en fait, on peut même marcher un peu dans le jardin. ah d'accord, tu peux descendre de la véranda et rentrer dans le jardin. Voilà. Après, j'étais la seule à le faire, donc au final, je sais pas si c'était En fait, c'était peut-être autorisé. interdit. Bah non, mais je sais pas. Non, non, il y avait d'autres personnes qui se baladaient, donc je pense que c'est autorisé. Faudra que vous demandiez une fois sur place. Hein, Bon, vous testerez, vous nous ferez un retour dans les commentaires si un jour vous finissez dans un koban avec des policiers japonais parce qu'on vous aura dit d'aller dans le jardin de Kurashiki. Et sinon, un autre endroit pour se reposer, c'est le Yoimachi Garden, qui est en fait un peu à l'écart, mais dans lequel vous avez une boutique de glace, de crème glacée, et surtout une bambouseraie. Et donc là, vous êtes au calme parce qu'en fait, tout ce qui est les quartiers historiques comme ça, vous avez pas mal de monde. Et en fait, là, vous pouvez vous poser et juste écouter le vent dans les bambous. C'est juste très sympa. Eh ben écoute, ça fait beaucoup d'adresses. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses à faire à Kurashiki. Je comprends pourquoi tu as posé tes valises 3 jours là-bas au final. Après, comme c'est une ville qui est très tournée autour du commerce, de l'artisanat, moi j'aime bien les ateliers artisanat. Est-ce que tu as repéré des trucs pour un peu mettre la main à la pâte avec des artisans japonais ou pas?
Alors moi, ça c'est le truc que je fais pas de repérage en fait. Mais par contre, en parlant d'artisanat, la préfecture d'Okayama est connue pour un type de poterie qui est très réputé au Japon, qui s'appelle la poterie Bizen. La différence en fait, c'est Oui, que la poterie reste nature, donc ça reste, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de peinture. Moi, ce que j'ai adoré avec cette poterie-là, c'est la texture des tasses granuleuses, mais je pense que c'est juste génial de boire un thé là-dedans. Et toute la couleur, en fait, les effets de couleur sont faits via la chaleur et la flamme, en fait. Donc vous avez pas mal de boutiques qui vont vous vendre ça. Et justement parce que je vous ai parlé du quartier Bikan, mais je vous ai pas parlé de pourquoi ça s'appelle la petite Venise du Japon. C'est parce qu'effectivement, au centre du quartier historique de Bikan, vous avez un canal sur lequel vous pouvez faire un tour en gondole. Et autour de ce canal, vous avez bien sûr plein de boutiques de souvenirs. Et il y a un artisan en particulier chez lequel je m'étais arrêtée qui s'appelle Tsuneki Togei, qui a une boutique de poterie. Et en fait, dans la pièce qui est derrière, vous pouvez même prendre le temps de déguster un petit matcha dans un bol qu'il aura fait. Alors, si je me souviens bien, la salle est en tatami. Et en fait, au centre, vous avez un creux avec le soubassement et le poêlon. Et on vous installe devant la table. Vous avez vos pieds au chaud en train de déguster votre petit matcha et votre petit wagashi. bah, c'est génial parce que du coup, à t'écouter, j'ai vraiment l'impression d'un quartier ultra préservé, d'être déconnecté de l'architecture contemporaine, d'être plongé ouais, dans le passé, quoi. Enfin, on a l'impression que tout ce centre, c'est un peu comme un méga saut dans le passé, avec les artisanats, les architectures, les petites adresses sympas. Enfin, ça donne envie de prendre le temps. Donc, écoute, je te promets que je vais utiliser toutes ces adresses. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, on vous fera comme d'habitude une petite carte Google qu'on mettra dans le descriptif de l'épisode. Comme ça vous permettra de retrouver super facilement tout ce que tu nous as conseillé, Laureline. Bah écoute, on a peut-être fini avec la destination. Tu voudrais laisser un petit mot pour terminer? Alors, quand on parle de déconnexion, j'ai un dernier truc. Mais tu ne t'arrêtes jamais? Mais oui, non mais Kurashiki, voilà, j'ai fait 3 jours et je pense qu'on pourrait rester plus longtemps parce que je n'ai pas tout fait. Même encore maintenant, quand je regarde, je me dis, ah, j'aimerais bien aller ici, aller là. Et en fait, juste derrière la gare, donc quand vous êtes à la gare, si vous allez du côté Bikan, vous allez retrouver tout ce dont je vous ai parlé. Mais derrière, vous avez un square qui est dédié à Hans Andersen. Donc c'est l'auteur des Contes de Grimm. J'ai envie de dire pourquoi. Mais oui, non, mais je suis tombée dessus. C'était, je comprenais pas pourquoi il y avait un passage piéton qui était surélevé, donc en cercle. En plein milieu, vous avez une tour avec une horloge qui est entourée de 4 piliers avec des Vikings au sommet, une statue de la petite sirène en fontaine, et sur un des côtés, vous avez une grosse statue de Andersen qui regarde la tour de l'horloge. Et donc, ça a été pour moi un mystère. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils ont foutu des Vikings à Mais Kurashiki? Mais Voilà, oui. donc j'ai cherché et j'ai retrouvé. Il s'agit en fait d'un reste d'un parc thématique, dans la même idée que tu sais les parcs qui recréaient la Hollande. Ah oui, d'accord. Le parc a été fermé d'après ma source en 2008. Le square, la statue et l'horloge a été tout ce qui reste de préservé de ce parc-là. Donc voilà, c'était assez drôle. D'accord. Ça a été un mystère pour moi, hein, quand même, pendant des années, jusqu'à ce que je me décide à demander à Google. Et Google a trouvé une réponse. Alors, si vous avez de meilleures informations, je suis preneuse aussi. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut s'en tenir là, effectivement. On a l'impression qu'on peut encore découvrir tout plein de choses. Bah ça mérite un deuxième voyage. Moi, je ne vois que ça. Donc on va vous laisser sur ces mots et on va lancer le jingle pour les traditionnels coups de cœur. À tout de suite. Eh bien, bienvenue dans notre section coup de cœur. Donc, comme à chaque fois, une sélection par toi, Laureline, et une sélection à mon niveau de deux objets, des adresses pour vous faire un peu voyager au Japon à distance depuis chez vous. Donc, quelle est ta sélection pour ce mois-ci, Laureline?
Alors, pour moi, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu l'année dernière, il me semble, mais c'était un très beau livre. Donc ça s'appelle Tant que le café est encore chaud. Donc il est traduit en français parce que je l'ai lu en anglais. Vous allez très vite deviner pourquoi ça m'a plu. Ça se passe dans un coffee shop. Oh non, sans blague. La première histoire commence avec Fumiko Kiyokawa qui se fait larguer dans un café en plein Tokyo. Et alors ce café-là est un peu glauque, enfin, disons que c'est la scène parfaite pour se prendre un râteau, parce qu'il n'y a pas de fenêtre, c'est en sous-sol, il y a très peu de gens qui le fréquentent. Et donc cette jeune femme se fait larguer et en fait elle découvre que ce café a été quelques années auparavant très célèbre car la légende ferait que vous pouvez remonter le temps si vous asseyez à un fauteuil en particulier dans ce café. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. C'est des histoires parce qu'en fait on va dire que le personnage principal reste Fumiko Kiyokawa, mais en fait elle va rentrer en contact avec les réguliers de ce café, découvrir leur histoire et en fait chacun de ces personnages vont remonter dans le temps et c'est des histoires douces amères de couples, de gens qui ont un regret, quelque chose qui n'a pas été résolu dans leur vie et qui ont la possibilité de le résoudre mais pas de la façon dont on pourrait l'espérer en fait dans notre vision de notre happy ending. Voilà, je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler les histoires. Ça me fait un peu penser à l'esprit de la cantine de minuit, du coup ça a l'air assez sympa d'avoir ce petit huis clos avec ces personnages qu'on va découvrir petit à petit. Alors en fait, ils expliquent au début qu'il y a plusieurs conditions à remplir pour pouvoir voyager dans le temps et une de ces conditions c'est d'être assis à cet endroit-là à ce moment précis et que vous reveniez tant que le café est encore chaud. Je pense que ça serait traduit comme ça. Donc voilà, Tant que le café est encore chaud de Kawaguchi Toshikazu. Et bien sûr, on vous donnera tout ça dans la description de cet épisode. Et donc passons à toi Olivier, quel est ton coup de cœur pour ce mois-ci ? Alors pour ce mois-ci, c'est un compte Instagram, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas cité de compte Instagram. Donc c'est le compte de l'office de tourisme de la ville de Takamori, dans la préfecture de Nagano, donc qui s'appelle Takamori_travel_official. Donc en français, Takamori Travel Official. Ça va toujours mieux avec un accent pourri. Donc ce compte est génial parce qu'en fait, il est animé par Noémie. Donc c'est une Française qui travaille à l'office de tourisme de Takamori et qui a eu une super idée à partir de l'année dernière, suite au confinement, qui se désespérait de voir les artisans de sa ville ne plus travailler, ne plus voir de touristes. Donc elle a décidé d'organiser à distance des ateliers. Donc le principe c'est qu'on achète en fait à l'avance un kit sur le site de l'office du tourisme. Il nous est envoyé à domicile, donc les tarifs sont hyper corrects, c'est entre 10 et 20 euros en moyenne. Et ensuite, la campagne d'achat est terminée, tous les kits sont envoyés et Noémie organise une séance de formation en live sur Instagram avec l'artisan qui a produit l'objet du kit et on construit l'objet avec lui en direct. Et si on ne peut pas être présent, la vidéo est archivée et on peut toujours accéder au tuto en différé ou en replay, voilà, si on ne peut pas être présent le jour du live sur Instagram. Donc pour le moment, il y a 2 arts qui sont mis en proposition de construction d'objets. Donc on a d'abord le kumiko, donc ça c'est du bois. Alors c'est hyper impressionnant en fait, c'est du bois taillé à la main qu'on clipse en fait un peu comme des Lego. Et on peut faire tout un tas d'objets, donc on a déjà fait un dessous de bouteille. Et donc là le prochain objet c'est un support de téléphone portable. Donc c'est magnifique, c'est fait à la main, ça sent bon le bois quand on ouvre le petit kit. Donc c'est vraiment un plaisir. Et puis ça permet aussi de visiter les coulisses de l'artisan, de voir ce que lui fait, puisqu'à la base c'est du coup des œuvres qui sont souvent installées dans les ryokan. C'est vraiment du bois précieux et des techniques qui datent de plusieurs centaines d'années. Et l'autre atelier, c'était le mizuhiki. Donc ça, c'est des petits filins en fait qu'on peut torsader pour faire des genres de petites fleurs ou de rosaces qui sont souvent posées sur les cartes d'anniversaire, les cartes de mariage en déco. C'est très sympa aussi, c'est un petit peu plus difficile, mais en fait ça se fait bien.
Et donc moi j'ai fait qu'un atelier sur 2 et c'était pour façonner un petit porte-clés qui est maintenant sur mon sac à dos. C'est vraiment un compte que je recommande parce que ça permet de découvrir des artisans à distance avec des beaux produits sur des petits tarifs. Et c'est génial parce qu'on a l'impression de passer 1 heure avec un artisan au Japon. Noémie explique tout en français et en anglais. Donc moi j'ai hâte de faire le prochain atelier mi-octobre pour construire mon petit support de téléphone en Kumiko. Mais moi, j'avais passé un super moment avec Noémie aussi parce qu'ils avaient fait un festival dans la région de Takamori sur une nuit entière au Japon. C'était en direct sur YouTube et on pouvait le suivre de n'importe où. Et on avait passé un super moment, pareil, avec de la danse, de la musique. Donc, ouais, je comprends ton coup de cœur. Et ben voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à suivre Takamori Travel officiel. Un super compte qui m'a donné envie, moi en tout cas, d'aller explorer un peu plus la ville et la préfecture de Nagano. Et bien sur ce, je pense que nous avons fait le tour de ce dont on voulait vous parler pour cet épisode 9. On espère vous avoir donné envie de voyager dans la préfecture de Okayama et donc de Kurashiki et de découvrir nos 2 coups de cœur. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à nous suivre sur Instagram @podcast.abibito et à très bientôt. À très bientôt et merci pour votre fidélité, ça fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires. Donc on vous laisse sur cette écoute et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.